Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Salut tout le monde, bienvenue aux infos de TCBH. Cette semaine, au moment où j'enregistre cette émission-ci, on est le dimanche de Pâques et je me suis dit que je vous emmènerais dans un contexte qui est un contexte assez quotidien pour moi, les animaux de la ferme. Et d'ailleurs, je vous présente Edwidge. Salut Edwidge. Donc cette semaine, ce qui nous attend, c'est... Salut Pistache. Un œuf de Pâques. Merci, Pistache. T'es fin? Oui. T'es pas mal fin. C'est ton œuf. Regarde, c'est ton œuf. Bon, bref. Cette semaine, ce qui nous attend, c'est une entrevue avec Bertin Denis que Ghislain a pu avoir au sujet d'Internet haute vitesse en région, la 7e chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux, dans laquelle il nous parlera du PABA, en fait, le parc d'aventure basque en Amérique, qu'est-ce qu'il advient de ça, et un point de presse virtuel de la Fédération des professionnels et professionnelles de l'éducation du Québec. On commence tout d'abord avec l'entrevue sur Internet haute vitesse que Ghislain a pu avoir avec Bertin Denis, le préfet de la MRC des Basques. Bon visionnement. Bonjour, Ghislain Vachon pour la TCBH. Nous sommes en compagnie de M. Bertin Denis. Bonjour, M. Denis, ça va bien? Bonjour, M. Vachon, ça va très bien et vous? Oui, ça va bien. Donc, le préfet de la MRC des Basques, vous étiez tout content, vous et Madame la préfète du Témiscouata. Donc, le gouvernement, semble-t-il, va avancer pour régler le problème de l'Internet haute vitesse et puis de la communication cellulaire dans nos régions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien, je vous dirais... Moi, là, je ne peux pas vous promettre que ça va arriver. Mais ce que je peux faire, c'est vous transmettre la promesse qu'on a eue du gouvernement du Québec, qu'il avait réussi par une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire des ententes de gré à gré avec les entrepreneurs d'installation Internet, de faire une entente par MRC, par secteur, pour couvrir 99,39% du territoire québécois avec l'Internet à haut débit. Haut débit, pour eux autres, c'est 50 mégabits entrant, 10 mégabits sortant. C'est la promesse qu'ils nous ont faite. D'ici le 22, d'ici la fin septembre 2022. Donc, est-ce que j'avais ouï dire qu'il y avait eu des démarches auprès de la compagnie d'Internet locale, puis voir les possibilités s'il pourrait y avoir des arrangements avec la MRC, Derry Télécom, et puis je pense que vous aviez fait des demandes pour voir s'il y avait des possibilités d'avoir des subventions auprès du gouvernement. Est-ce que ça va de ce genre de projet-là aussi? Non. Ben non, là, il faut oublier les anciennes méthodes. On se rappelle du programme Québec branché. On se rappelle du programme du CRTC, Canada branché ou quelque chose comme ça, là. Ces programmes-là ont été, par le gouvernement du Québec, ont été mis de côté parce que ça demandait trop d'interrelations entre les compagnies à des étapes différentes qui faisaient qu'une compagnie comme Bell Canada, par exemple, ou TELUS, qui possédait la majorité des poteaux, n'aimait pas voir arriver un contrat d'une entreprise concurrente chez elle, puis que c'était difficile pour l'entreprise concurrente de faire une soumission sans savoir quel prix elle allait payer pour s'accrocher dans les poteaux. Ça fait que la nouvelle façon de faire là, que le premier ministre Legault a mis de l'avant, c'est vraiment une entente directe à partir du payeur, le payeur qui est le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, mais en plus grande partie le gouvernement du Québec. Il a fait, le payeur, qui est le gouvernement, a fait une entente directement avec les compagnies d'installation. Là, on parle de Bell, Cogeco, Vidéotron, non-médel, les plus grandes, TELUS est là-dedans aussi. J'en oublie peut-être quelques-unes d'autres, là.
pour des territoires précis où ces compagnies-là avaient des affinités particulières à avoir un projet qui allait coûter le moins cher possible. C'est suite à un paquet de tractations et d'ententes comme ça qui en sont venus à nous proposer, à nous faire une proposition sur l'ensemble, sur 99,39 du territoire québécois. Puis le petit pourcentage qui manque, là, c'est certaines cabanes à sucre qui ne sont pas sur la voie publique ouverte à l'année ou qui n'ont pas l'électricité d'Hydro-Québec. Ça, pour notre région, c'est ça, mais ce n'est que quelques individus. Le reste, là, c'est des régions là, inaccessibles, là, ou pas inaccessibles, là, mais difficilement accessibles, où la solution viendra plus par micro-ondes ou, je ne sais pas, par satellite ou quelque chose comme ça. OK, donc je comprends bien, comme ici dans la région, maintenant, des riz qui a été vendu à Cogeco, donc ça devient un territoire Cogeco. Possiblement, ça pourrait être Cogeco qui rafle la mise pour le territoire aussi ici, ou il y aurait une compétition? Bien, moi, je vous dirais que les mises sont faites, là, les jeux sont faits. Il y a des compagnies qui ont des territoires. Je n'ai pas vu de document qui nous disait qui avait obtenu notre territoire. Je sais que TELUS en a une partie. Je sais que Bell, probablement, a l'autre partie. Généralement, c'est 2 entreprises par territoire de MRC. On est de retour. J'espère que vous avez apprécié cette première entrevue. On s'en va maintenant voir la 7e chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux, qui va nous parler du parc de l'Aventure Basque en Amérique. Bon visionnement. Bienvenue à cette chronique du maire, 6e chronique du maire. Merci à Télébas comme je vous dis à tous les débuts de chronique, de me donner l'opportunité, la chance de communiquer avec vous directement, les gens de Trois-Pistoles, mais aussi avec le rayonnement que ça a dans tout le territoire bas-laurentien, c'est-à-dire en tout cas qui entoure la MRC des Basques. Merci. Alors aujourd'hui, je vais vous traiter d'un dossier que peu de gens connaissent, la base de son historique, connaissent un peu plus les déboires, puis vers où on veut s'en aller, le conseil de ville avec ce bâtiment-là, on appelle le Parc de l'Aventure Basque en Amérique. C'est un bâtiment qui a été construit près du quai. Quand vous descendez au quai à Trois-Pistoles, c'est un gros bâtiment qui est d'une forme hors du commun, qui stylisé, les artisans qui l'ont fait disent que c'est une baleine. Alors justement, là, je vais vous parler un petit peu de cet historique-là, puis vers où on s'en va avec ça. Alors, je vais remonter dans le temps parce que l'histoire de ce bâtiment-là, je le connais depuis ses débuts, avant même qu'il soit construit, conçu, puis rêvé d'être. En 1979, le gouvernement du Parti québécois, qui était en place, en poste, a mis en place dans la province de Québec qu'on appelle les associations touristiques régionales, les ATR, en 1979. Celle, la nôtre, qui est ici dans le Bas-Saint-Laurent, de la Pocatière aller jusqu'à Matane, c'est l'ATR du Bas-Saint-Laurent. Donc, il y avait un virage qui se prenait avec la volonté du Parti québécois à l'époque, c'était de faire mettre des structures de développement de notre territoire, notre patrimoine qu'on a ici dans la province de Québec. Chacune des régions a ses beautés à présenter, mais il n'y avait rien de structuré comme tel. Ça fait que l'ATR a été mis en place pour que chacune des régions se développe au niveau touristique. Une année après, le 1er avril 1981, il y a 40 ans passés, naissait la municipalité régionale de comté des Basques. La MRC des Basques était en place. Donc, tout ça venait de se créer. Il y avait un engouement qui était très puissant. Il y avait une identité forte à développer comme territoriale à part de nos petits villages ici, par MRC, puis aussi régionale par association touristique. Fait que Trois-Pistoles, quand je suis rentré en poste, on m'a demandé de prendre la responsabilité de faire du développement touristique et culturel. J'avais 26 ans à l'époque. J'en ai 67. Alors, pour vous dire que quand mes premiers dossiers étaient de faire un constat avec des gens de la place ici, on a fait des réunions en masse pour identifier nos forces, nos faiblesses. Et en 1982, les attraits touristiques dans Trois-Pistoles n'étaient pas compliqués. Il y avait l'église, la maison du notaire, puis le quai, point final. Alors, en dehors de ça, là, le théâtre d'été, la forge à Bérubé n'existait pas. Elle existait comme forgeron, mais pas comme entité culturelle.
Et le théâtre d'été qu'il y a eu pendant 10 ans à Victor-Lévis-Beaulieu n'existait pas non plus. Mais entre-temps aussi, il y a eu en 1987 le Rassemblement des Rious d'Amérique. On sait que Jean Rioux est le fondateur de Trois-Pistoles. Alors, il y a eu le Rassemblement des Rious d'Amérique. Et il y a eu tout près de 2000 personnes, pas mal toutes des descendants de Jean Rioux, cousins, cousines, d'arrière, arrière, petits-enfants qui venaient de partout de l'Amérique, qui se sont rencontrés à Trois-Pistoles pour faire une grande fête, dans le but de préparer, 10 ans plus tard, le 300e anniversaire d'arrivée de Jean Rioux. Alors, comme conseil municipal, une orientation qui avait été prise à ce moment-là, des années 88-90, c'était de faire en bas de la côte, là où le parc d'Aventure Basque est, là, construire 3 maisons différentes, 2 à 3 maisons différentes, mais une de type basque, une de type normande, puis une de type bretonne, qui sont nos ancêtres, si vous voulez, et la présence des Basques. Alors, ça devait être 3 bâtiments différents avec l'architecture de ces pays-là. Et c'est avec ça qu'on aurait fait notre attrait touristique de par nos racines ici, puis ça coïnciderait avec l'avenue des fêtes de l'arrivée de Jean Rioux en 1997. Mais il est arrivé un grand dérangement par rapport à cette décision-là, c'est que la Société Provencher, qui est propriétaire de l'île aux Basques, avait décidé de faire des fouilles archéologiques sur l'île afin de trouver différents artefacts qui remontaient d'aussi loin qu'il y a 2000 ans passés, qui remontaient d'aussi loin que 500 ans passés au niveau de la présence basque. 2000 ans passés au niveau des Amérindiens, qui étaient dans le territoire ici, mais surtout la présence basque des chasseurs de baleines. Alors, les artefacts ont été trouvés par les archéologues de l'Université Laval et de l'Université McGill en même temps. C'était une découverte grandiose qui allait marquer l'histoire du pays aussi. C'est ce qui fait que l'île aux Basques est reconnue comme un site historique d'importance nationale au pays. Donc, ce n'était pas à peu près les trouvailles qui étaient là. Mais entre-temps, le groupe ici, qu'on travaillait pour avoir des maisons bretonnes ou normandes, avec des affaires culturelles, eux autres ont dit « Wow, un petit peu, il y a quelque chose de gros en face de chez vous, il faudrait peut-être mettre ça en évidence davantage que de parler des Bretons et des Normands. » C'est ce qui fait qu'avec un concours auprès des architectes, le milieu ici, avec les affaires culturelles, a décidé de monter un dossier pour pouvoir avoir un équipement touristique, puis venir vendre aux touristes qui viennent dans le milieu notre passé, notre histoire qui datait même avant l'arrivée de Jean Rioux. Les 2 gouvernements provincial et fédéral, y compris la ville ici, ont participé financièrement au financement de la construction du bâtiment. Les affaires culturelles, eux qui ont financé au Québec, puis les Canadiens nous ont dit, nous autres, on est prêts à donner un coup de main pour la construction, mais venez pas nous chercher de l'aide financière pour son opération par la suite. Comme les autres musées dans toute la province du Québec ils ont souvent une aide financière pour se tenir debout, ouvert. C'est ce qui fait que le milieu a accepté ça, parce qu'avec l'analyse qui avait été faite, c'est qu'on pouvait voir qu'il peut y avoir une autosuffisance dans l'entrée puis l'autosuffisance au niveau des entrées, de tout ce qui est de revenus du petit musée qui était là, et puis faire rouler la machine. Lors de la construction, du million que ça devait coûter 1 million, 100 000, ça en a coûté 1 400 000 environ. Un trou d'environ 400 000 de déficit dès le départ, avec un OBNL qui avait la responsabilité de gérer ça puis de faire rouler la boutique. Alors imaginez-vous, ils partaient les genoux à terre, même couchés à terre. Le groupe qui se sont succédés, bénévoles de l'organisme en place, puis il y avait quand même des personnes qui y travaillaient, ont dû composer avec les revenus minces, mais qui faisaient leurs frais, mais qu'il fallait régler la dette aussi. Fait qu'il fallait qu'ils fassent des bingos ou quoi que ce soit, toutes sortes d'activités pour acheter de l'argent pour sauver la dette. Mais la Ville, pendant tout ce temps, a toujours accompagné ce groupe-là et a réussi au fil des années à régler totalement la dette du parc d'Aventure Basque, la mettre à zéro. Il y a eu une continuité dans le temps. Gestion, une des problématiques au niveau d'une gestion d'après moi, mais il y a environ 4 ans, 5 ans, les derniers gestionnaires du bâtiment sont venus me voir ici à mon bureau de l'Hôtel de Ville. Ils ont dit, tiens, on vous remet les clés, nous on ferme, on s'en va, on n'est plus capable, on est rendu jusqu'au cou. Fait que là, le conseil de ville s'est retrouvé avec une clé d'un bâtiment qui ne nous appartenait pas, qui appartenait à un OBNL, mais il y avait des dettes d'accumuler à Revenu Québec, Revenu Canada, les impôts, les taxes, puis aussi, pas les taxes municipales, mais aussi des prêts qui avaient refait à nouveau à Caisse l'héritage des Basques. Alors, il y a eu un enclenchement de procédure de faillite, et le coût de la faillite, c'était 90 000 $ que ça coûtait. C'était ça l'ensemble des dettes accumulées.
Fait qu'il y a eu un processus d'enclencher légal. Et là, le conseil de ville, dont je faisais partie ici, on pris la décision, on dit, qu'est-ce qu'on fait? On a investi tellement d'argent dans ce bâtiment-là, qui, bon, est parti à genoux, mais qui a encore une capacité touristique d'être tenu debout. Fait que le conseil de ville, il y a 2 ans, 3 ans passés, 4 ans passés, on a pris la décision de dire, on va laisser aller le processus de faillite, mais on va faire une offre dessus pour le revoir, pour que ce soit encore un bien communautaire. C'est ce qu'on a fait. Puis aussitôt qu'on l'a eu, l'idée était de dire à tous les groupes communautaires du milieu, individus, privés, publics, buts non lucratifs, ceux qui veulent reprendre la bâtisse, la faire revivre, l'animation et tout, là, le conseil de ville est prêt à vous donner un coup de main, même financier, pour vous donner un coup de main pour le réouvrir. Alors, les réponses qu'on a eues, c'est 0 puis une barre de quiconque pendant 4 ans. Et on a même fait des approches auprès de l'Association chasse-pêche des Basques qui gère le camping, leur disant que vous pourriez avoir tout ce terrain-là avec vous aussi, puis ça ferait partie d'un tout de votre organisation au niveau du terrain de camping. Mais c'était une fin de non-recevoir aussi. Pas intéressé. On a approché la coop de kayak des mers qui était à côté pour dire vous pourriez, dans votre activité aussi, avoir ce bâtiment-là pour pouvoir vous donner un coup de main. Alors, ils ne se sont pas semblés intéressés non plus à le gérer. Donc, on se retrouvait avec des portes closes un peu partout à gauche et à droite. L'an passé, le conseil de ville, il y a environ 9-10 mois à peu près, on s'est dit on fait un processus de vente. On n'aura pas le choix à un moment donné. On peut bien garder un bâtiment pendant toute notre vie et dire il était beau, là, mais à un moment donné, le fait de ne pas l'opérer peut avoir des impacts là, très négatifs sur la qualité du bâtiment. C'est ce qui fait que l'an passé, au mois de mai, une personne, des jeunes qui sont ici à la grève centrale l'été, mais qui vivent à Sherbrooke, m'ont approché, ils ont dit, nous autres, on serait intéressés de l'acheter, à l'acquérir, ce bâtiment-là, puis en faire une continuité approximative de ce que vous faisiez déjà. On rajouterait des petites affaires, mais on est ouvert à ça, on est à notre retraite, puis on est prêt à le faire. On dit, moi, c'est intéressant. Fait que le conseil de ville les a reçus, on a échangé avec eux, et de fil en aiguille, ils ont réussi jusqu'au mois de novembre nous déposer une offre d'achat ferme. À la ville, dit, on est prêt à vous payer ce montant-là. On avait des interrogations, on s'est dit, on a un contentieux, nous autres qui travaillent pour nous, des avocats spécialisés dans le monde municipal, et on s'est dit, on va leur demander comment ils voient ça, parce qu'on vendait un privé. Alors, on a eu une réponse très claire. Notre contentieux nous ont dit, au prix que l'offre qu'ils vous ont fait, vous ne pouvez pas vendre ce bâtiment-là. Le bâtiment comme tel, jusqu'il y a 6 mois passés, il était évalué à 900 000 $. Mais cette évaluation-là remontait il y a de 4 ans passés. 4 ans inhabités, il y a eu une dévaluation. Fait qu'on s'est dit, on va faire une évaluation nouvelle. C'est ce qui fait qu'on a demandé à une firme d'évaluateurs de refaire une évaluation à jour. Et l'évaluation qui en a été faite est de 250 000 $ la valeur du bâtiment avec le fonds de terrain. Là, on venait de diminuer de beaucoup l'évaluation. Alors, à partir de ce moment-là, notre firme d'avocats nous a dit, bon, maintenant, vous avez l'évaluation solide de 250 000 $. Vous ne pouvez pas le vendre à n'importe quel prix. Il y a un calcul savant que le ministère vous dit de faire pour arriver à un prix plancher minimum de vente. Tu ne peux pas vendre une scène en bas de ça. Alors, on a fait faire l'exercice et on l'a mis en vente pour une valeur de 140 000 $. Ce que la loi nous permet, c'est un prix plancher. Alors, on ne peut pas le vendre à 139 999 $, on ne peut pas, on n'a pas le droit. À 140 001 cents et plus, on peut. Le groupe qui était intéressé avant les fêtes, en voyant que c'était beaucoup plus élevé, ils ont accepté d'adhérer à ça, mais à un moment donné, ils ont eu comme ils ont dit, on va arrêter ça, là, on va réfléchir à notre affaire. Fait qu'on a eu un vide. C'est ce qui fait que la semaine dernière, dans le journal Info Dimanche, vous avez l'annonce publique de la ville qui met en vente ce bâtiment. Tout groupe intéressé, privé, public, OBNL, qui est intéressé pour acheter ce bâtiment puis en faire une activité à l'intérieur, eh bien, peut le faire. Il suffit qu'il respecte les règles de l'appel d'offres comme on fait, là. Alors, on sait que l'appel d'offres, le dépôt des appels d'offres qu'on a lancés, là, va être fermé le 3 mai 2021 qui s'en vient. Un groupe, individu ou privé public qui veut faire un appel d'offres du projet doit accompagner sa demande d'un chèque certifié de 5 000 $ qu'on garde avec nous, et puis que si jamais il n'est pas accepté, on retourne le chèque. Mais c'est juste pour donner la valeur ou l'assurance que le groupe qui va déposer, qui ne recule pas en cours de route, c'est qu'il va perdre son dépôt.
Mais si c'est nous qui décidons que ce n'est pas lui, un ou d'autres groupes, ils vont être remboursés, mais il faut avoir de la consistance, du sérieux dans les démarches qu'on fait. Donc, l'argent fait souvent la foi de ça. Alors, le 8-9 avril, il y a une visite qui va se faire là, sur mesure, par réservation, où Pascal Rioux, ma directrice générale, va pouvoir faire visiter les lieux à ceux qui sont intéressés à acquérir le bâtiment et en faire de l'animation. Le fait que ce bâtiment-là a été construit au niveau touristique, le Conseil de ville a assorti de différentes contraintes et critères de sélection des gens qui veulent acheter le bâtiment. Vous savez, je vais vous donner un exemple bien précis, là. Quelqu'un voudrait acheter ce bâtiment-là, puis en ferait un McDonald's, il ne pourra pas passer, il va perdre son 5 000 $. Ce n'est pas la place pour. Il y a du monde qui vit autour, il y a un quartier résidentiel qui est là, il y a des règles du jeu. Puis nous, ce qu'on vise, le Conseil de ville, c'est qu'il y ait une continuité. D'abord, que ce bâtiment-là reste ouvert, qu'il y ait une continuité dans l'ordre touristique dans lequel il a été implanté déjà. Les gens peuvent changer des choses à l'intérieur, garder un bistrot, pas de bistrot, club de pelote basque ou non, club local. Tout est possible en autant que ça respecte les critères que la Ville a exigés. Et la Ville s'est même protégée dans ça. Si, mettons, Télébasse disait, moi, je mets la main sur ce bâtiment-là, je m'en fais un studio, il ne pourrait pas l'avoir. Et peu importe la personne ou le groupe qui veut en acheter un, si après 1 an, 2 ans, ils veulent le revendre, ils n'auront pas le choix de le revendre à la Ville. La Ville va avoir le droit de premier refus. Donc, on ne veut pas qu'il y ait une spéculation sur un bâtiment dont les citoyens, avec leurs taxes, ont payé le gros prix pour le garder debout et le maintenir en vie. Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous allez sur le site là, de la Ville, le bâtiment est en vente, puis il y a un espace où vous pouvez aller chercher toute l'information voulue, formulaire à remplir, les critères qu'on donne, les obligations, les restrictions, tout est là. Donc, le Conseil de Ville, on souhaite bien qu'à partir du 3 mai, qu'il y ait des gens qui aient déposé des offres intéressantes, puis qui collent à la réalité de notre milieu et touristique et social ici. Merci de m'avoir écouté. On est de retour. J'espère que vous aurez apprécié cette 7e chronique du maire. On s'en va prendre une pause publicitaire et on revient avec le point de presse virtuel de la Fédération des professionnels et professionnels de l'éducation du Québec. À tantôt. La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez votre rendez-vous en ligne en vous rendant sur québec.ca/vaccin COVID. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de bien vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Ça vient de qui, tous ces messages-là? Hein? Tu veux pas me le dire, hein? Tu me caches quelque chose? Mais voyons, de quoi tu parles? Hey! Prends-moi pas pour un épais. Je le sais que tu parles dans mon dos à tes amis. Tu me fais passer pour un méchant. Mais c'est toi qui cherches l'attention. Chérie. Hey! Là, tu vas m'arrêter ça tout de suite, là. Tu vas me le dire, c'est à qui tu parles, OK? Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi continuer de se protéger après avoir été vacciné contre la COVID-19? Même quand un vaccin est déclaré très efficace, il ne nous protège pas à 100 %. Plusieurs mois vont être nécessaires pour protéger une part suffisamment importante de la population. Pour ces raisons-là, la distanciation physique de 2 mètres, le port du masque et le lavage fréquent des mains sont des habitudes à conserver. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Je te laisse pas sortir d'ici sans savoir où tu vas. Hein? Bien de même en plus. Ben voyons donc, Hey, arrête de tout le temps me mentir en pleine face. Tu le sais que je peux pas te faire Confiance. T'essayes toujours de me provoquer. Mon amour, Hey! Ben là, tu vas enlever ton manteau et tu vas rester ici. C'est pas vrai qu'on va se chicaner à cause de toi. Moi, je suis là, je suis frère avec toi. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Écoute-moi, mec, c'est fini, ça. On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi certaines personnes sont-elles vaccinées en priorité contre la COVID-19? La vaccination est priorisée en fonction du risque de développer des complications et de décéder de la COVID-19.
c'est-à-dire les personnes résidant en CHSLD, les travailleurs de la santé, les personnes vivant en résidence privée pour aînés et celles de 70 ans et plus. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera élargie. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. La Fédération des professionnels et des professionnels de l'éducation du Québec représente 10 000 professionnels à travers le Québec dans tous les milieux et dans toutes les régions. Un grand nombre d'entre eux, plus de 3 000, occupent des postes qui ont des statuts d'emploi précaires qu'on prend de temporaires. En février dernier, on a mené un large sondage auprès de nos membres afin de connaître leur appréciation de leurs conditions de travail. On a obtenu plus de 3 000 réponses. Plusieurs conclusions alarmantes sont apparues. Voici quelques-unes. Un nombre très élevé de nos membres songent à quitter leur emploi. On parle d'un tiers des professionnels et des professionnels du Québec. Le pourcentage varie dépendamment des corps d'emploi, entre près de 25 % jusqu'à 50 % mais l'ensemble des emplois en relation d'aide est compris dans ces statistiques-là. Les raisons invoquées en ordre d'importance sont la lourdeur du travail pour 63 % des professionnels, le manque de reconnaissance, 49 % et le salaire, 41 %. Parmi ceux qui envisagent de quitter leur emploi, la moitié d'entre eux souhaiteraient aller occuper un emploi similaire au privé parce qu'ils nous disent qu'il y aurait des meilleures conditions de travail, des conditions aussi globales plus avantageuses. Pour nous, cette donnée est révélatrice parce qu'elle confirme que ce sont les conditions de travail dans le secteur public qui sont devenues intenables. Il ne faut pas se surprendre si les centres de services scolaires peinent non seulement à attirer des professionnels, mais également à garder en emploi ceux qui se trouvent déjà. La cause directe est la surcharge de travail, qui est malheureusement généralisée. La situation est extrêmement préoccupante car le nombre de professionnels et de professionnels dans nos écoles est déjà nettement insuffisant pour répondre aux besoins des élèves. Voici quelques statistiques tirées du sondage qui en témoignent. 78 % des répondants affirment que seuls les élèves ayant un problème jugé urgent ont accès aux services. 73 % ont identifié une impossibilité de faire le nombre de suivis qu'ils considèrent requis. 66 % mentionnent l'impossibilité de faire des interventions préventives. De plus, 56 % des répondants ont identifié le manque de ressources dans leur corps d'emploi comme première raison de la surcharge de travail. Ils identifient aussi un manque de ressources au niveau de 51 % pour les autres corps d'emploi, soit techniques et enseignants. En fait, le syndicat des professionnels et professionnels de l'éducation du Bas-Saint-Laurent, nous représentons environ 170 professionnels répartis dans les centres de services de Monts-et-Marais et les centres de services scolaires des Phares. Malheureusement, la situation dans notre région n'est pas différente de ce qui se vit ailleurs au Québec, tel que l'a mentionné M. Landry. Le nombre de professionnels et professionnels de l'éducation dans les écoles du Bas-Saint-Laurent est nettement insuffisant pour répondre aux besoins des élèves. De plus, les conditions de travail inadéquates dans lesquelles le personnel doit travailler font que 30 % d'entre eux songent à quitter leur emploi. L'enquête démontre également que parmi ceux et celles qui songent à quitter leur emploi pour une autre raison que la retraite, 42 % aimeraient occuper un emploi similaire dans le secteur public, alors qu'un nombre égal envisage plutôt occuper un emploi de type similaire dans le secteur privé. Quant aux raisons qui poussent ces professionnels à vouloir quitter leur emploi, le sondage révèle l'ampleur du manque de professionnels alors que 79 % des répondantes et des répondants sont d'avis qu'il n'y a pas suffisamment de ressources dans leur corps d'emploi. Dans ce contexte difficile, 83 % disent qu'il est impossible de faire des interventions préventives ou de procéder à l'ensemble des services requis par leur profession ou par les enfants. Autre donnée préoccupante, 77 % des répondants soutiennent que seuls les élèves qui dérangent en classe ont accès aux services, alors que les autres qui auraient besoin d'aide n'y ont pas droit faute de ressources disponibles. Une forte majorité des répondantes et des répondants, soit 73 %, nous ajoute que le manque de personnel est aggravé
tant par des difficultés à attirer du personnel dans notre région en contexte de rareté de professionnels qualifiés que par des décisions de ne pas remplacer les personnes absentes. En plus du manque de ressources, le personnel professionnel doit trop souvent travailler dans des locaux inadéquats, couvrir un trop grand nombre d'écoles réparties sur un vaste territoire et supporter une charge de travail trop lourde. À titre d'exemple, on ne compte que 2 psychologues pour 24 écoles primaires et secondaires situées sur l'ensemble d'un territoire. L'un des 2 quittera bientôt pour la retraite et l'autre, qui sera responsable de 6 000 élèves, pourrait envisager de partir devant l'ampleur de la tâche. Du côté des orthophonistes, il y a une énorme perte de temps en déplacement alors que les besoins sont criants et que de nombreux élèves peuvent se trouver sur une liste d'attente durant plusieurs années. Souvent, devant les délais d'attente, les parents n'ont d'autres solutions que se tourner vers le privé pour avoir des services pour leurs enfants. Donc, moi, je suis psychoéducatrice depuis maintenant un peu plus de 3 ans et demi au Centre de services scolaires des Phares. Présentement, j'occupe un poste au Centre de formation Rimouski-Neigette dans le secteur de la formation générale des adultes. Donc, c'est un secteur d'enseignement dont on entend beaucoup moins parler. Mais qui est très important. Donc, à la formation générale des adultes, on accueille des élèves qui ont principalement de 16 à 19 ans et qui sont un peu ce qu'on a en tête de décrocheurs ou raccrocheurs. Ce sont nos élèves qui arrivent du secteur des jeunes et qui souhaitent terminer leurs études secondaires. Une grande partie de ces élèves-là arrivent de cheminements particuliers. Ils arrivent de trajectoires en adaptation scolaire. Ils ont en très grande majorité des plans d'intervention actifs depuis très longtemps. Ils ont des grands besoins au niveau de l'accompagnement et la nécessité des services professionnels est vraiment essentielle. Les éléments qui ont été nommés précédemment par Diane et Jacques au niveau de la surcharge de travail pour les professionnels, c'est pas juste dans les chiffres que ça se passe. Moi, je le vois tous les jours dans le milieu. J'aimerais ça souvent pouvoir être 2 personnes pour pouvoir répondre aux besoins parce qu'on parle régulièrement de l'importance d'intervenir précocement, mais la réalité, c'est que souvent, on peut seulement évaluer et référer. De l'intervention préventive, travailler sur les habiletés sociales, des choses comme ça, c'est pas possible, on règle des urgences. On règle des urgences et moi, avec la clientèle de jeunes adultes, je vous dirais, des fois, on est dans des situations de crise, puis on est plus dans des situations qui se rapprochent de vouloir la volonté de vivre ou de mourir parce qu'on a souvent des situations de crise suicidaire et des problématiques de santé mentale importantes. C'est difficile de savoir qu'il y a des jeunes qui vont être en attente au niveau des services de la santé, mais qu'on n'a pas la possibilité d'offrir le service nécessaire pour les accompagner en attendant parce que la charge de travail est trop grande. Souvent, on va prendre le temps de le faire, on ne laissera pas ces élèves-là au dépourvu, mais à côté, il y a plein d'éléments au niveau de la prévention ou d'autres élèves qui auraient besoin d'accompagnement pour les apprentissages. Et c'est eux qui écopent parce qu'on doit s'occuper des feux. On doit s'occuper des feux partout. Et ça, c'est une pression, une responsabilité qui est assez lourde à porter dans le cadre du travail. Des éléments qui sont vécus, que je peux aussi refléter dans mon milieu de travail, au niveau de la difficulté d'attraction, de rétention du personnel, malgré tous les efforts qui sont faits en ce moment et malgré toute la volonté qui peut exister de la part de nos employeurs, des collègues qui partent, des professionnels qui partent en congé de maternité ou en maladie qui ne sont pas remplacés pour plus de 6 mois, là, pour des longues périodes, c'est des choses qui arrivent. Donc, nous, cette année, on est en pandémie et on n'avait pas de conseillère pédagogique qui était là cette année, alors que tous les enseignants devaient s'adapter au fonctionnement d'écoles à distance, par exemple. C'est un immense virage pour les enseignants et les professionnels, on a une grande partie d'accompagnement auprès d'eux. Bien, à ce moment-là, toute cette pression-là, elle retombe sur l'équipe et on doit dépanner. On a des charges qui embarquent de plus pour pouvoir accompagner, soutenir nos collègues qui vivent ça, alors qu'il y a des professionnels qui ne sont pas à l'appel parce que c'est difficile de les attirer dans le milieu public, dans les conditions actuelles et la situation qu'on connaît. On vit aussi la situation en ce moment d'avoir
la nécessité d'avoir des enseignants qui ne sont pas nécessairement formés comme enseignants, parce que sinon, il n'y en a pas d'enseignants pour pouvoir offrir à l'éducation des adultes. On a été contraints d'avoir des membres dans l'équipe qui n'ont pas nécessairement la formation enseignante ou qui sont dans des matières qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement. Encore là, par faute que les listes sont vides. Donc, on parle d'élèves qui sont en importante difficulté, qui arrivent de des cheminements très difficiles. On a besoin de mettre toutes les variables idéales autour d'eux. Et malheureusement, c'est pas ça qui arrive. Et la situation que je vous explique au niveau enseignant, bien évidemment, ça se répercute dans nos bureaux parce que c'est à moi qu'on va venir voir pour dire cet élève-là, ça fait très longtemps que ça ne progresse pas, il est démotivé, etc. Mais il n'a pas un enseignant qui est capable de répondre à ses besoins. Donc, vous comprenez comment tout ça s'imbrique ensemble. Finalement, j'ai envie de dire que la réflexion, moi, j'ai fait ce travail avec beaucoup, beaucoup de passion. J'adore mon travail, j'adore le milieu dans lequel je travaille, même si les jeunes que j'accompagne ont souvent des trajectoires très difficiles. Ils portent souvent beaucoup de choses difficiles derrière eux. Mais j'adore les accompagner là-dedans. Ils sont très beaux à voir aller dans leur persévérance et leur courage incroyable. Mais parfois, je me questionne si c'est réaliste pour moi d'envisager faire plusieurs années ou une carrière dans ce milieu-là, compte tenu de la charge quand on veut prendre soin de sa santé. Moi, une des choses qui m'a frappée en commençant, c'est de voir comment, année après année, il y a beaucoup, beaucoup de collègues professionnels qui sont en arrêt de maladie ou toujours proches de l'être. Ça se voit. Donc, moi, rapidement, là, j'ai été frappée par la réalité dans mon année d'entrée. C'était ça, la réalité. Il y avait beaucoup d'épuisement et c'est quelque chose, c'est un des principaux enjeux, c'est de prévenir pour ne pas être en épuisement dans ce milieu-là. Donc, je ne sais pas si ça me tente d'être 20 ans à prévenir d'être en épuisement. Dans ce contexte-là, je me dis que peut-être éventuellement la pratique privée pourrait être quelque chose qui me permettrait de faire un travail de qualité à un rythme qui a du sens. Mais pour l'instant, j'ai envie de continuer à donner ce que j'ai à donner parce que je crois à l'importance des services publics, d'avoir des services de qualité. J'espère pouvoir continuer à donner des services de grande qualité, pas au péril de ma santé. Mais ça reste un défi encore, je dirais, de tous les jours, de trouver un rythme qui a du bon sens pour travailler comme professionnel dans le milieu de l'éducation. Comme Caroline, on a plein de professionnels passionnés à grandeur du Québec. Et puis, en tout cas, je pense qu'on a à réfléchir comment, comme société, on va pouvoir maintenir cette passion-là. Vous comprendrez qu'à la lumière des résultats de notre sondage, la négociation qu'on vit actuellement avec le gouvernement du Québec est cruciale pour le renouvellement de nos conventions collectives du secteur public. Malheureusement, on fait affaire à un gouvernement qui prétend que l'éducation est sa priorité, mais qui ne propose rien de concret aux tables de négociation et qui, en plus, refuse de revoir son cadre budgétaire. Pourtant, il y a clairement une urgence à améliorer la situation actuelle qui, elle, clairement, ne cesse de se détériorer. Les porte-paroles du gouvernement se comportent comme s'ils ne réalisaient pas à quel point la situation est déjà extrêmement sérieuse et met en péril la réussite éducative et l'avenir de nombreux élèves dans nos écoles. Au moment actuel, l'offre qui est sur la table pour l'ensemble du personnel professionnel correspond à 75 $ pour améliorer l'ensemble des conditions de travail. Pour nous, c'est une somme ridicule. Non seulement ça n'attirera pas personne, mais ça ne permettra pas non plus de garder le personnel qu'on a déjà. Au lieu de s'attaquer à cette pénurie-là de services en rendant les conditions attrayantes, les négociateurs patronaux offrent au contraire, puis ça c'est scandaleux, de précariser encore davantage nos emplois. On a l'impression qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. J'inviterai donc le premier ministre François Legault à démontrer concrètement que son gouvernement a à cœur l'avenir de l'éducation au Québec. Il doit le faire en donnant un mandat à ses négociateurs d'identifier avec nous des situations concrètes pour régler les problèmes urgents de manque de ressources professionnelles dans nos écoles, un problème qui est généralisé à la grandeur du Québec. Les élèves et les parents n'en attendent pas moins. Merci beaucoup.
C'est maintenant la fin de l'émission. J'espère que vous aurez apprécié les 3 reportages qu'on vous a présentés. Si jamais cette ambiance-là vous intéresse en vrai, en personne, je vous invite à prendre votre carte de membre du Havre de la Faune à havredelafaune.com/membre. Toutes les infos s'y trouvent. Donc sur ce, passez une très belle semaine tout le monde. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.